La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous du TVR BPGO Business Club en association avec le groupe Ouest France depuis la Guadeloupe, plus précisément au Moule où nous allons avec Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Bonjour Maurice. Bonjour Stéphane. Nous allons vous raconter une histoire très importante, l'histoire du rhum, l'histoire des distilleries et ici en Guadeloupe, vraiment la référence de toujours, c'est la maison Damoiseau. Merci beaucoup cher Hervé Damoiseau, PDG de cette entreprise éponyme, de nous recevoir dans ce cadre majestueux. On est sur Grande Terre, on est plutôt au nord, au nord-est et on sent toute l'atmosphère et toute la richesse à la fois historique mais aussi emblématique car Damoiseau, ce nom que vous portez, c'était votre grand-père. Vous allez fêter en 2022, année de la route du rhum, vos 80 printemps, en tout cas la distillerie. Merci de nous accueillir. Le rhum pour la Guadeloupe, mais pour toutes les Antilles, les Caraïbes et pour nous Bretons, c'est quelque chose de très important. Le rhum a toujours eu une importance aussi bien dans la production locale qu'en Bretagne et aussi à Nantes, parce qu'à Nantes, Nantes a été un grand mouvement de rhum à un moment donné. Oui, effectivement. Et puis la Grande Terre n'était pas destinée à faire du rhum parce qu'il fait trop chaud et il manquait d'eau, alors que c'est là qu'il y a les meilleures cannes de la Guadeloupe. Et c'est comme ça que mon grand-père a eu une opportunité d'acheter cette distillerie en 1942, qu'il a faite alors même qu'il n'avait pas un centime en poche et que tout l'argent lui avait été prêté par un ami à lui. C'est une émission économique, on va parler de ce goût de l'entrepreneuriat et puis on parlera bien évidemment de cette route du rhum. Vous en êtes un acteur très important. Une question posée par Maurice Bourrigaud. Oui, je m'intéresse au produit d'abord. Qu'est-ce que sont les déterminants de ce produit ? Les fournisseurs, le produit lui-même, les aléas au fil du temps. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme grand défi à relever ? Oh, les défis ont été nombreux. D'abord parce que la distillerie était toute petite et produisait une dizaine de milliers de litres à l'époque de mon grand-père. D'abord, au tout début, comme mon grand-père a appris, d'ailleurs, il n'y avait même pas de production du tout parce que c'est en 1942, nous sommes en pleine guerre mondiale. Et donc, le marché local n'existe quasiment pas parce qu'il y a plus d'une centaine de distilleries, il y a 100 ou 150 distilleries en Guadeloupe. Donc, chaque distillerie vend dans son périmètre. Et donc, on a surtout des contingents export qu'on exporte en métropole pour pouvoir exporter la production. Sauf qu'on est en pleine guerre, donc on ne peut pas exporter. Donc mon grand-père, pour vivre, a dû faire de la banane, des confitures, du vinaigre et même des bonbons pour pouvoir arriver à subvenir aux besoins de sa famille qu'il vendait localement. Alors on va essayer d'être très didactique dans cette émission économique pour faire du rhum et du très bon rhum ce qui vous caractérise. Vous avez aujourd'hui 55% de cette production en Guadeloupe dans les 9 distilleries de cette île magnifique. Qu'est-ce qu'il faut? Ça part d'où le rhum au tout départ? Des champs de canne à sucre? Alors la canne à sucre, sans canne à sucre, on ne peut pas avoir de rhum. En tout cas de rhum agricole. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 îles qui produisent un rhum dit de qualité comme nous l'avons actuellement, c'est la Guadeloupe et la Martinique. Ils en produisent un petit peu en Guyane, mais c'est plus récent. Donc historiquement, on fait quand même le meilleur rhum au monde, ce qu'on souvent on oublie de dire. Donc il faut de la canne à sucre, il faut que la canne soit riche, parce que plus elle est riche, alors oui, riche en teneur saccharine, parce que plus il y a de teneur saccharine dans la canne à sucre, plus on va avoir d'arômes et on va pouvoir produire des quantités de rhum plus importantes. Donc c'est extrêmement important. L'année dernière, par exemple, nous avons eu une richesse exceptionnelle puisque nous avons produit plus de 70 litres AP à la tonne de canne, ce qui ne nous était jamais arrivé dans toute l'histoire de rhum Damoiseau depuis 1942.
Alors ce rhum, c'est une attention de tous les instants, parce qu'il y a, et vous allez nous l'expliquer dans un instant, de différents rhum agricole, du rhum blanc, du vieux rhum. Tout ceci relève ensuite d'une technique bien précise. Oui, parce que pour faire du rhum agricole, du fait qu'on ait une canne à sucre qui ne se boit pas aussi facilement, nous sommes obligés d'avoir des engins qui sont extrêmement puissants pour pouvoir broyer la canne, extraire le jus. Ensuite, on le met à fermenter. Après la fermentation, on va le distiller. Alors, on a une distillation continue, discontinue d'ailleurs, pas continue, contrairement au cognac. Et donc, c'est tout un élément de chaîne qui doit s'imbriguer les uns derrière les autres pour pouvoir arriver à sortir ce produit exceptionnel qui est le rhum. Et vous avez travaillé sur les goûts également, enfin évidemment avec l'orange, avec l'ananas, etc. Est-ce que le goût des consommateurs change? Ah oui, bien sûr, le goût des consommateurs. Alors, nous avons même modifié déjà le goût du rhum en lui-même. Parce qu'avant, on va dire qu'on produisait un tafia et maintenant, nous sommes vraiment arrivés à une sommité qui est le rhum agricole, que produisent aussi nos collègues de la Martinique. Et donc, et vraiment le goût, nous avons beaucoup investi, nous avons fait beaucoup de recherches. Et puis surtout, nous avons une centaine d'années derrière nous d'historique qui nous a appris des choses que n'ont pas certains autres pays qui essayent de venir sur les marchés que nous côtoyons. Ensuite, effectivement, nous faisons des punchs et nous faisons même des arrangés qui, là, vont plus se diriger vers un consommateur qui aime des produits sucrés, alors qu'ici, on boit plutôt des produits secs. Le Guadeloupéen comme moi-même, buvons le rhum sorti de bouteille, cul sec et sans sucre. Hein. Moi, je ne prends pas mon punch avec du sucre, je mets juste un peu de citron et ça suffit largement à mon bonheur. Alors votre distillerie ici au Moule se visite, on y apprend énormément de choses. C'est assez magique d'ailleurs de voir l'ensemble du petit train, de cette cabane également à Rome. C'est toute une histoire que vous racontez ici. Oui, bah déjà, nous avons mis plusieurs panneaux thématiques pour essayer d'expliquer aux touristes les différentes solutions, enfin évolution plutôt des distilleries et du rhum. Parce que par exemple, si vous regardez juste à notre gauche, nous avons le moulin à vent qui était le premier moulin qui broyait de façon complètement naturelle la canne à sucre, puisque c'était la force du vent où on mettait les cannes à sucre qui permet le broyage comme il existe des moulins à grains en métropole. Donc voilà, donc il y a eu d'abord le moulin à vent, ensuite il y a eu le broyage mais qui a été fait par les machines à vapeur et maintenant nous sommes plutôt à l'électricité où quasiment toutes les machines fonctionnent qu'à l'électricité. C'est bien simple, quand j'étais gamin, la distillerie avait un moteur de 18 kVA pour faire tourner la distillerie. Bon, c'est vrai qu'elle produisait beaucoup moins de rhum, que tout était beaucoup plus petit, etc. La même distillerie maintenant a besoin de plus de 800 kVA pour faire tourner les machines. Alors justement, lorsque l'on regarde la donne chiffrée, sans trop donner de chiffres, mais ça fait vivre combien de personnes le rhum en Guadeloupe? Alors on considère que dans les DOM, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, que la filière c'est 20 000 emplois directs et 40 000 emplois indirects. Donc après, vous faites une répartition un peu mal taillée, sachant que la Guyane en a quand même beaucoup moins, puisque c'est une petite distillerie qui est basée là-bas. Donc vous pouvez considérer qu'en Guadeloupe, il y a 7 000 ou 8 000 personnes quand même qui vivent de la canne à sucre et du rhum. Et c'est pas anodin, Maurice. Alors si tous les chemins mènent au rhum damoiseau, qu'est-ce qui mène ailleurs et comment réagissez-vous du point de vue marketing, par exemple? Est-ce que votre premier concurrent, c'est le gin qui monte beaucoup? Ce ne sont pas les whiskies? Ce sont les cognacs et les armagnacs. Quelle est votre tactique marketing par rapport à cet univers? Alors, personnellement, je ne regarde pas, je pars du principe que le concurrent, c'est les concurrents en rhum. Je pense que quelqu'un qui consomme du rhum ne consomme pas du cognac ou ne consomme pas du whisky ou de la vodka, ou ni même du gin. Donc notre premier concurrent, c'est les rhums. Et en priorité, les rhums des pays ACP et des rhums des pays tiers. On le voit d'ailleurs actuellement. En France, vous avez une grosse pénétration d'une marque que je ne citerai pas pour ne pas lui faire de publicité, qui est en train de prendre des grosses parts de marché, qui est un rhum, allez, on dira américain. Donc, si vous voulez, je vais d'abord regarder le marché du rhum et essayer de nous développer sur le marché du rhum, plutôt qu'aller regarder quels sont les concurrents, parce que les gens attachés au rhum resteront au rhum. C'est un marché à part, mais il faut quand même réaliser que le rhum est quand même le 2e ou 3e spiritueux le plus vendu au monde.
On s'aperçoit aussi, Hervé Damoiseau, que depuis plusieurs années maintenant, les gens connaissent le rhum, le dégustent, parce que le rhum, il est pluriel. Du rhum blanc au rhum ambré, vieux rhum, vous y rajoutez aussi des fruits, du rhum arrangé. Tout ceci donne vraiment quelque chose de très pluriel avec de véritables connaisseurs. Complètement. Alors c'est vrai qu'il y a le rhum blanc, donc on a beaucoup amélioré la qualité du rhum blanc, parce que quand on va améliorer la qualité du rhum blanc, on va forcément améliorer la qualité du rhum vieux. Et ensuite, on va décomposer le produit, si vous voulez, en ayant d'autres productions, c'est-à-dire qu'on va faire des rhums gold, qui sont des rhums de 18 mois d'âge en foudre de chêne, et ensuite on va faire des rhums vieux, qui ont minimum 3 ans d'âge dans des fûts de moins de 650 litres selon la législation. En réalité, quasiment tous les producteurs utilisent des fûts de 225 à 350 litres pour pouvoir, parce que plus il y a de surface de bois, meilleur il vieillit et meilleur il est. Et ça se sent au goût, forcément. Et ça se sent au goût. Mais après, vous avez des millésimes. Vous avez des millésimes, le fameux XO, l'Extra Old, qui donne un produit vraiment merveilleux. Après, vous avez du 8 ans d'âge, du 10 ans d'âge, du 15 ans d'âge. Alors, il y en a qui vont faire des millésimes, qui vont dire qu'un 89, un 95, voilà. Mais bon, après, chaque maison a sa politique nominative, si on peut dire. Mais on a une palette de rhum de plus en plus large, de façon à satisfaire de plus en plus de consommateurs. Et avant la question de Maurice Bourrigaud, on signalera bien évidemment à consommer avec modération. Ça, c'est vite dit. Alors moi, c'était pas sur la modération ma question, mais c'était Hervé Damoiseau. À quel moment vous préférez le consommer et dans quelles circonstances? Ah, sincèrement, il n'y a même pas hésité. Le matin, entre 5 et 6 heures du matin, quand je vais goûter la production de la journée, puisqu'on distille le rhum, il va dans une cuve tampon et on a toute la production de la journée précédente. Et là, je vais et je goûte du rhum qui est à 87-88 degrés. Et quand vous goûtez ce rhum à 87-88 degrés, vous avez vraiment tous les parfums, toutes les notes subtiles qui composent le rhum en bouche. Il est naturellement sucré, vous avez besoin de rien rajouter dedans tellement il est bon. Bon, là, c'est vraiment le plus beau moment. Malheureusement, on ne peut pas tout le temps boire du rhum à 87-88 degrés. D'ailleurs, quand j'en fais goûter parfois 2-3 touristes de passage, je les sens qu'ils toussent un peu parce qu'ils trouvent ça très fort. Bon, ça, c'est une question d'habitude. Et vous savez, à ce degré-là, on note tout de suite si le rhum, ce sera un très bon rhum ou un rhum plus moyen. Et si c'est un rhum plus moyen, nous avons des tas de solutions pour l'aider à s'anoblir, devenir meilleur qu'il n'est, en le laissant se reposer, en le brassant, etc., etc. Alors justement, dans ce TVR BPGO Business Club, en association avec le groupe Ouest France, on aime bien raconter des histoires économiques familiales, parce qu'il y a de véritables beaux parcours. On voit votre grand-père, vous, aujourd'hui à la tête depuis 1996, vous en êtes le président directeur général. Ça se transmet forcément. Vous parliez du goût du palais, vous préparez les successions. Ça veut dire que le rhum damoiseau doit s'inscrire encore pour... les années, les dizaines d'années à venir. Alors après, d'abord mon grand-père, ensuite mon père, Roger Damoiseau, et ensuite mon frère Jean-Luc et moi qui avons repris la distillerie. Mon frère Jean-Luc l'a pris un peu plus tôt, puis moi je suis arrivé après mes études pour repenser. Et ça se transmet, oui, mais si vous voulez, de mémoire, je ne me souviens pas qu'on nous apprend le goût. Le goût, c'est quelque chose de particulier. Mais vous savez, à force de le goûter tous les jours, le palais se développe. Pour être honnête, je ne vais pas vous mentir, jusqu'à l'âge de 21-22 ans, je n'aimais pas l'alcool. Je ne buvais pas d'alcool. Quand j'allais en soirée, je ne buvais pas d'alcool. J'en ai malheureusement goûté à partir de 21 à 22 ans. Et là, je me suis dit, oh, mon Dieu, que ce produit est bon. Mon Dieu, que c'est merveilleux. Et là, j'ai commencé à en boire. Et puis après, bon, je suis arrivé à 24 ans à la distillerie. Et là, j'ai commencé donc à travailler. Et mon métier m'imposait de goûter les rhums pour savoir qu'est-ce qu'on en faisait, qu'on ne faisait pas. Alors forcément, mon père le goûtait avec moi. Il me donnait ses impressions. Et on comparait nos impressions. Parce que deux individus ont deux goûts différents. Et donc, toute la subtilité, elle est là. C'est d'arriver à faire que le goût se transmette sans modifier sensiblement le goût du consommateur. Parce que n'oubliez jamais un détail, c'est que le consommateur final, c'est lui qui décide s'il aime ou pas le rhum. Ce n'est pas nous. Donc on ne fait pas un rhum pour nous, on fait un rhum pour le consommateur.
pour le consommateur. Alors justement, il y a une question qui vous est posée par Vincent Jarnigon, le directeur départemental de Ouest France. Écoutez sa question et ça va nous amener dans une deuxième partie de cette émission tournée dans ce magnifique endroit, la Romerie Damoiseau au Moule, sur la Grande Terre en Guadeloupe. Écoutez la question de Vincent Jarnigon. Oui, bonjour Monsieur Damoiseau. J'aimerais bien savoir combien de litres de rhum sont écoulés à Saint-Malo durant la route du rhum et aussi à Pointe-à-Pitre et en Guadeloupe à l'arrivée et savoir qui boit le plus. Alors, question très amusée de Vincent. Oui, alors je vais vous surprendre. Les derniers chiffres datent quand même de 2018. Je ne les ai plus en tête. Mais de mémoire, on en boit beaucoup à Saint-Malo. C'est un grand cru, hein? Oui, on en boit beaucoup à Saint-Malo, mais on en boira toujours moins qu'en Guadeloupe. Il ne faut pas se faire d'illusions. La Guadeloupe, Damoiseau, c'est 150 000 litres par mois. Donc quand les métropolitains débarquent pour l'arrivée de la route du rhum, nous avons déjà nos Guadeloupéens qui boivent les 150 000 litres de rhum, plus quelques touristes arrivés pour recevoir leurs amis et leurs familles. Voilà, donc la proportion de vente n'est pas aussi fulgurante qu'elle ne l'est à Saint-Malo par contre. Maurice. Oui, moi j'aimerais revenir, après cette question taquine de Vincent Jarnigon, j'aimerais revenir sur la question de la transmission des potrons Minel à tôt le matin. À qui transmettez-vous? Et parce qu'il y a la transmission du savoir-faire de l'assemblage, vous l'avez dit, etc., et puis de l'entreprise. Alors là, c'est plus compliqué. Nous sommes à la 3e génération de Damoiseau, il faut passer à la 4e. La nouvelle génération ne s'intéresse pas autant que nous, que mon frère et moi, à la production. Ils font leur job, parce qu'il y en a quelques-uns qui travaillent avec nous, mais ils ne se sont pas intéressés réellement justement au savoir du goût. Et ça, il va falloir qu'ils s'y mettent parce que nous commençons tous un peu à vieillir, tous un peu à fatiguer, et que donc à un moment donné ou à un autre, il va falloir transmettre ça aussi. Mais bon, je vous rassure, hein, ils en boivent quand ils sortent, donc ils forment déjà naturellement leur palais. Alors pour aller jusqu'à la fin de cette émission sur la route du rhum, destination Guadeloupe, qui nous intéresse vraiment dans cet échange avec vous, car Hervé, vous êtes l'un des partenaires aussi historiques de cette boisson, et on a tous ces images de bouteilles, mais géantes, remises un peu aux vainqueurs. S'associer à une telle épreuve, forcément c'est normal lorsque l'on est numéro 1 de la spécialité? Oui, c'est normal. Mais c'est normal, je vais être très honnête aussi. Une fois de plus, le partenariat de Damoiseau avec la route du rhum, ça vient d'abord de Pierre Bogic qui était à l'époque directeur général du groupe et avec qui on a tapé. On a tapé les mains, il n'y avait même pas de contrat signé, voilà. On s'est entendu, ça marchait, on l'a fait à l'ancienne. Ensuite, il y a eu Mathieu Sarrault qui a fait la dernière route du rhum. Et puis maintenant, il y a une nouvelle équipe à nouveau. Et puis voilà, on attend de voir et on espère qu'on va pouvoir poursuivre ce partenariat. Parce que ça fait quand même 3 ou 4 éditions que nous sommes partenaires. Donc nous espérons l'être encore à nouveau en 2022. Quel regard vous avez justement sur cette épreuve complètement mythique entre Saint-Malo, Pointe-à-Pitre, entre la Bretagne et les îles de Guadeloupe? Cette course est un trait d'union, ça raccourcit les distances et ça nous donne de belles histoires à raconter? Ah ben oui, déjà quand on se souvient de la première route du rhum, c'est quand même exceptionnel. À l'époque, quand on regarde, vous avez un monocoque et un multicoque qui arrivent avec 40 et quelques secondes. 98 secondes. 98 secondes, bravo. Plus de mémoire que moi. 98 secondes d'écart après 10 ou 12 jours de course, sans aucun moyen technique à l'époque, parce qu'il faut quand même revenir à l'époque. Là aussi, c'était à l'ancienne. Hein. Mais oui, c'était à l'ancienne. C'est-à-dire, on n'a pas de GPS, on n'est pas en liaison avec la Terre tous les jours pour savoir sa position par rapport aux concurrents, alors que maintenant, tous les navigateurs savent exactement où sont leurs concurrents dès qu'ils se connectent. Donc c'est un bouleversement fantastique quand même de la navigation. Et surtout quand on a vu cette espèce de tout petit bateau de Michael Bird, parce qu'il était, en réalité, il faut aller le voir, il est tout petit.
et qu'on sait qu'il a passé 2 jours là-dessus, c'est exceptionnel. Et qui passe la ligne de vainqueur. Et bon, l'histoire, par contre, si vous vouliez des petites histoires craquantes ou croustillantes, il est arrivé en Guadeloupe. Il n'y avait même pas un bouquet de fleurs, si j'ai bonne mémoire, pour le recevoir à l'époque. Ou en tout cas, s'il a été acheté, je peux vous dire qu'il a été acheté à la dernière minute avec Alain Marsol et mon père qui ont été ensemble chercher un. Et mon père a croisé McAlbert rentrant à pied à l'hôtel fatigué et c'est lui qui le ramasse sur le bord de la route pour l'emmener à son hôtel. C'est quand même parce que personne n'avait pensé qu'à l'arrivée du vainqueur, à un moment donné, il serait un peu fatigué des festivités et qu'il aurait voulu regagner son hôtel pour pouvoir l'accompagner. Autre époque. Autre époque. Maurice. Un excellent outil d'animation, de liens humains et de liens économiques, parce que autant l'innovation sur les bateaux, elle est majeure et parfois magique aussi, autant la tradition que vous incarnez, elle incarne aussi les liens entre les hommes de ces deux terres, malouines, brétiliennes et antillaises, en Guadeloupe en particulier. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette longue histoire d'une relation d'hommes et de femmes entre ces deux terres? Alors nous-mêmes d'Amazo, nous sommes peu bretons, si on peut dire, puisque nous venons de Chartres, donc c'est pas si loin. Mais les ports et les Antilles, ça a toujours été une grande histoire, parce que sans port, il n'y a rien qui arrive jusqu'à chez nous. Et en plus, les Bretons, tout le monde le sait, c'est un peuple joyeux, toujours à rigoler, et en plus qui aime le rhum, donc il peut y avoir que des liens très serrés entre nos deux peuples. Et c'est vrai que cette route vraiment du Rhum destination Guadeloupe fédère aussi les énergies, fédère l'axe économique entre ces deux endroits. C'est vraiment quelque chose qu'on a aujourd'hui complètement dans nos gènes depuis maintenant 1978. Eh oui, exactement. Lorsque l'on parle route du Rhum, on pense à la dernière, qui était là aussi magique, parce qu'on s'est demandé jusqu'au bout qui allait gagner, avec une nouveauté, cette arrivée devant le Memorial Act. C'était vraiment là aussi magique. On pensait avoir peut-être écrit dès la première édition les plus grandes lettres de noblesse de cette épreuve. On a eu une dernière édition complètement folle. Complètement folle déjà à l'arrivée, parce que pendant plusieurs, plus d'une demi-heure, on ne savait pas. L'un est passé devant l'autre et on ne savait vraiment pas lequel qui allait arriver en premier. Mais bon, ça c'était un peu à la faute au vent, parce qu'il manquait de vent à mon arrivée. Bon, je regrette un peu qu'on arrive au Memorial Act. Je trouve que l'arrivée à la Darse était plus populaire et était plus belle. Le peuple guadeloupéen était présent pour être là à l'arrivée. Le Memorial Act a perdu un peu cette âme. Mais bon, on verra, on fera la deuxième arrivée au Memorial Act et on verra ce que ça donnera. Et puis je présume que les élus, en concertation avec OCS, prendra la bonne décision. Il nous reste 1 minute. Très rapidement, une question et une réponse. Vous avez tous les pouvoirs du préfet et du président de région dans les mains. Quelle première décision prenez-vous pour ce peuple guadeloupéen, pour cette économie, le social, le politique? Qu'est-ce qui vous anime d'abord pour première décision, rêver encore? Il y en a tellement à apprendre. Vous savez, la France est un pays difficile et compliqué, non seulement à gérer, mais non seulement par la complexité de ses impôts, de ses impositions. Une première décision, la Guadeloupe est un peuple fier. Donc laissez-nous notre fierté. En tout cas, merci Hervé Damoiseau de nous avoir accueillis ici au Moule. On a bien compris, le rhum, c'est une autre religion. Hein. Ah, complètement. Je recherche une expression, vous savez, chez nous, on dit « si bon, dis bon ». S'il est bon, dis-le. Et puis chez nous, on dit il y a les disous et les faisous. Vous êtes un faisou et vous portez hautes les couleurs, en tout cas, de cette distillerie Damoiseau qui fêtera ses 80 ans en 2022, date de la route du Rhum destination Guadeloupe. Merci beaucoup Maurice. Merci aux équipes techniques de TVR avec Dominique Jamoto, Claudia Caratori présente. Merci énormément et on se donne bien évidemment rendez-vous en 2022. Merci Stéphane, beaucoup. Merci Maurice.
La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.